Bonjour à tous, Marc Julier, coach professionnel en entreprise. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau pour le projet Coach Station. Ce projet a pour but de vous faire découvrir le coaching professionnel en invitant des coachs et des coachés qui nous font part de leur parcours et de leur expérience. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Stéphanie Offray, qui a créé le cabinet de coaching Osevi. Elle a été formée par Vincent Lennart. C'est une coach existentielle. Voilà, je vous laisse tout de suite découvrir son parcours et son expérience. Merci Stéphanie d'être là avec nous aujourd'hui. On va parler ensemble de ton parcours, de ce qui t'a amené un petit peu au coaching du coup, comment tu as... Bon, est-ce que tu veux nous faire déjà ta présentation, ton parcours, nous dire ce qui t'a amené au coaching et ce qui s'est passé avant d'être coach? Merci Marc de m'inviter sur Coach Station. T'as vu, c'est vrai, avec c'est plaisir. Vrai, hein. Il faut s'entraîner. Hein. Voilà. Mais bon, c'est OK. Donc moi, je suis Stéphanie Offray, j'ai 49 ans et j'ai derrière moi 20 ans d'expérience professionnelle comme salariée dans la fonction RH, dans différents grands groupes parisiens, nantais et plus récemment niortais. Donc j'ai évolué en tant que différents niveaux au niveau des ressources humaines, responsable formation, recrutement, développement RH, responsable RH. Et j'ai toujours interagi dans des comités de direction et en interface avec des managers, avec des collaborateurs dont j'avais la responsabilité. Okay. Et là où je retrouvais toujours du sens dans mon travail, dans mon activité, c'était les échanges que j'avais avec les collaborateurs et surtout leur accompagnement, avec le souci pour moi dans ma fonction RH de mettre les bonnes compétences aux bons endroits. Et ce qui fait qu'en toute logique, il y a 3 ans de ça, j'ai quitté mon activité salariée, bien confortable, pour me lancer dans 2 formations certifiantes. La première qui a duré 3 ans dans l'approche approfondie de la systémie. Ouais. Et celle qui a duré 2 ans, c'est une formation de coaching et où j'ai eu la chance d'être formée directement par Vincent Lennart dans son école de coaching Transformance Pro sur Paris. Ok. Et il y a 3 ans, j'ai ouvert donc mon cabinet sur Niort, Osevi. Et donc, j'accompagne aujourd'hui les dirigeants et toute personne qui souhaite aujourd'hui redonner du sens et remettre de la lumière dans leur vie personnelle et professionnelle. Ouais. Donc c'est du coaching de vie et c'est du coaching aussi en entreprise. Tu fais les deux? Alors, c'est du coaching, je dirais, j'appelle pas ça du coaching de vie parce que pour moi, le coaching de vie, on met un petit peu de tout dedans. C'est comme coaching déco, coaching... Ouais. C'est pour ça qu'on est là ensemble, pour que tu nous dises aussi ta façon de voir les choses. Voilà, donc en fait, c'est un nom ce que je fais, c'est du coaching existentiel. D'accord. Donc, je suis coach professionnel parce que je suis certifiée. Ouais. Que je suis quelqu'un qui est suivi, qui a un suivi, j'ai mon propre suivi thérapeutique et je suis un coach supervisé et qui fait partie de la fédération des coachs européennes, donc le MCC. Okay. Donc, est considéré comme coach professionnel, un coach qui suit tous ces critères-là. Ok. Voilà, donc le coaching existentiel, c'est l'alliance du coaching et du développement personnel. Ça permet vraiment d'aller sur l'essence même, qu'est-ce qui donne du sens à la vie professionnelle et ou personnelle, mais bien souvent les deux sont liés, chez un individu. Ouais. Voilà. Ok. Bon. Et tu veux nous parler un peu de la systémie, parce que quand on ne connaît pas comme ça, c'est un mot... c'est un mot certifié. C'est un gros mot. On se dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, en fait, nous vivons dans des systèmes et nous sommes nous-mêmes un propre système. Nous avons notre système immunitaire, nous avons notre système sanguin. Le corps humain est un système à part entière.
Et chaque individu, nous vivons dans un système familial, dans un système relationnel avec mon conjoint, dans un système professionnel. Je suis dans une équipe. L'équipe est un système dans lequel c'est une somme d'individus. Donc, en fait, l'approche systémique, c'est l'étude des systèmes, ce qui fait que lorsque j'accompagne quelqu'un, je l'accompagne dans sa problématique à l'instant présent, d'accord, Ouais. mais qui développe des symptômes, ce qui fait que cette personne n'est pas bien, c'est pour ça qu'elle demande un accompagnement, très lié, extrêmement lié, toujours lié à un système Ok. professionnel. Ok. J'ai une problématique avec mon équipe, j'ai une problématique avec mon manager, j'ai une problématique avec mon enfant, j'ai une problématique avec le système aujourd'hui parce que je suis confinée, parce que dans le système actuel, il y a un truc en ce moment, le Covid, et qui m'empêche de vivre tel que je l'ai toujours vécu. Ouais, ouais. Donc, Alors, c'est ouais, l'étude des systèmes. Voilà, ok, on est un individu au cœur d'un système, ok. Et en donc, interaction avec plusieurs individus. Excuse-moi, je t'interromps. non, 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 mais je t'en prie, c'est super intéressant. Et du coup, comment tu les amènes sur cette réflexion quand tu suis un coaché, tu l'amènes sur cette vision du système, ou est-ce que c'est quelque chose qui est pas forcément dit, mais sur lequel tu t'appuies pour suivre un coaché? Est-ce que tu lui dis, bah, aujourd'hui, on vit dans un système, est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que ou est-ce que il n'y a pas besoin, j'allais dire, de l'expliquer, c'est juste qu'à un moment, toi, ça te permet d'avoir une certaine approche et une certaine compréhension de ton coaché. Comment tu, comment tu approches un petit peu ton coaché avec cette partie systémique? Alors en fait, je prends tout ce qu'il me dit, parce que le rôle d'un coach, on en parlera un petit peu plus tard, Mm. c'est moi je suis un miroir de ce qu'il vient, Ouais, avec quoi il vient, avec ce qu'il dit, avec sa problématique. Donc en fait, je ne vais pas lui faire un cours théorique de la systémie, non. Par contre, je vais reprendre ce qu'il me dit. Et la personne, en général, me parle d'une problématique qu'elle rencontre avec, je ne sais pas comment on fait pour puis couper direct. les messages que je reçois sur mon téléphone. Tout va bien, tout va bien. Euh, je prends en fait la personne avec ce qu'elle me dit. Et bien souvent, c'est une difficulté rencontrée dans une interaction avec une autre personne. Ok. Et en fait, moi, la façon dont j'ai de travailler, c'est je fais beaucoup de dessins, je schématise beaucoup les choses. Et donc, en fait, je fais deux petits bonhommes avec ce qui se passe dans les interactions d'un individu à l'autre. Et dans l'interaction, c'est directement lié avec la vision que chacun a d'une La, même situation. la fameuse carte du monde. C'est ça, la fameuse carte du monde que nous avons tous et qui est toute différente parce qu'elle est liée à notre éducation, elle est liée à notre système familial, Ouais, avec ce que l'on se transmet de génération en génération. ouais. Donc, ce qui fait que ma vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Et rien quand je dis ça, c'est de la systémie. Mais je ne vais pas lui dire. Euh, Je vais rester dans quelque chose de... mon objectif, ce n'est pas de sortir mes outils et ma science. ouais, Mon objectif, c'est d'amener la personne à conscientiser ce qui est en train de se passer dans les interactions et qui le pollue. ok, Et qui fait que cette personne est mal. d'accord. Donc, dans ce fameux système, bon après, dans ce fameux système, tu peux l'aider à identifier finalement ce qui va pas dans son système à lui ou à elle, et du coup l'aider à changer de système, c'est ça, à l'intérieur de ces différents systèmes, une partie on va dire de ce qui va pas, et l'aider à enfin, visualiser autrement. Comment tu approches ça un petit peu? Eh bien, en fait, c'est toujours à partir de ce qu'il me dit, de ce que la personne me dit. On ne peut pas changer un manager. On ne peut pas changer pour un dirigeant son équipe. On ne Ouais, peut pas changer le client qui finalement ne renouvelle pas sa commande et qui va plomber la boîte. On ne peut pas changer aujourd'hui, on ne peut pas se dire, allez, fini le Covid. On n'a pas d'impact sur ce qui se passe en dehors de nous. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que là, si on peut changer quelque chose, c'est nous.
Donc, c'est déjà comprendre ceci, juste cela. Parce que souvent, c'est « Oh, j'en ai marre, c'est toujours moi qui fais des efforts. » Merde, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais des efforts. Ok. L'objectif, c'est justement de transformer ce qui nous coûte, c'est-à-dire l'effort, et que ça ne devienne plus un effort, mais de comprendre ce qui agit inconsciemment pour transformer l'effort en quelque chose de « je suis ok, j'accepte ou j'accepte pas ce qui se passe là ». C'est-à-dire que quand je vois la personne réagir comme ça, ok, c'est elle dans sa tête, elle a sa vérité qui vient se frotter à la mienne, donc elle n'est pas d'accord avec moi. Donc moi, c'est de conscientiser ça et de se dire, bon, qu'est-ce que je fais là-dedans par rapport au contexte? Et je suis dirigeant, je suis manager, qui c'est qui est en face de moi, etc. Et de se dire, bon, là où je suis OK, c'est que je ne suis pas d'accord avec elle. Mais au moins, je suis d'accord que je ne suis pas d'accord. Et à partir de là, je ne suis plus dans l'effort et je ne suis plus en difficulté. Parce que j'accepte quelque chose. Et en fait, c'est d'amener la personne à prendre conscience de ça. Et puis d'un seul coup, c'est le ballon qui se dégonfle. Et c'est, finalement, j'ai plus mal, ça ne me tire plus, ça ne me pique plus. Et cette personne, finalement, ça lui appartient, sa croyance lui appartient. Mais moi, par exemple, si je suis dirigeant, j'ai, de par mon statut, OK, maintenant, pour des raisons de sécurité, tu vas mettre tes chaussures de sécurité. Et là, maintenant, tu n'es pas d'accord? J'entends. Par contre, pour des raisons de sécurité, tu vas le faire quand même. Voilà. Et en fait, c'est du coup d'aborder l'autre dans une relation qui est différente, ce qui fait que forcément, le conflit tombe de lui-même. Et c'est d'accepter que l'autre ait une pensée différente à la sienne. On est vraiment aussi sur la notion d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire à un moment de prendre conscience de ce qu'on ressent, de ce que les autres peuvent ressentir, de comprendre que, comme tu disais, une problématique ou une façon de voir les choses, tout le monde a une vision pour un même instant, un même événement, on peut avoir des tas de visions différentes. Et effectivement, dans le milieu du travail, on le voit souvent. Parfois, il y a un événement au sein de l'entreprise et tout le monde ne le vit pas de la même façon. C'est complètement ça. Et du coup, et merci pour la transition, c'est ce qu'on appelle, c'est de travailler sur une vision partagée. C'est-à-dire qu'on négocie ensemble sur ce que l'on se met, on se met d'accord, il y a un objectif. On voit ça beaucoup dans toutes les boîtes. Il y a une stratégie d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne, intermédiaire ou grosse. Il y a une stratégie d'entreprise. Et puis après, il y a chacun qui est d'accord ou pas d'accord. OK. Donc, il s'agit d'accepter que chacun est d'accord et que d'autres ne le sont pas. Et c'est ensuite de se dire, OK, maintenant, sur quoi on négocie pour se mettre d'accord sur un processus pour atteindre l'objectif, la stratégie de la boîte. Sachant que, forcément, tout le monde n'est pas d'accord. Et j'ai envie de te dire, Marc, heureusement, ce qui fait la force d'une équipe, ce qui fait une super bonne dynamique collective, c'est justement la complémentarité et les différences des autres. Et quand un manager a pigé ça, quand un dirigeant a pigé ça, quand une fonction RH a pigé ça, que finalement la différence crée la puissance d'une équipe, c'est extraordinaire. Sauf que souvent, nous sommes dans des systèmes liés qui s'expliquent. Il y a une histoire où on est en France, on est en Europe, dans une culture judéo-chrétienne, dans une éducation nationale où il faut rentrer dans les cases, sinon on est soumis en rouge. Donc, forcément, la différence est on est plus sur de vertical que d'horizontal. C'est ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on est différent, ça ne va plus, on rentre plus dans le moule, etc. Ce qui crée d'ailleurs toutes les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une force de prendre les différences pour justement créer une vision partagée, pour que tout le monde puisse adhérer, avoir sa place dans l'objectif fixé par le dirigeant, par la boîte. Et puis c'est une vraie opportunité pour tout le monde d'accepter sa propre différence, justement de se dire, au lieu de toujours être dans la comparaison avec d'autres, en train de se dire où est-ce que je suis par rapport aux autres, c'est vraiment d'accepter justement sa singularité et de se dire que ça peut être une vraie opportunité à la fois pour soi et puis pour les autres, et qu'effectivement ça nécessite une certaine ouverture, mais bon, alors du coup on casse un peu certains systèmes, on est obligé de passer par là, en tout cas on les remanie, quoi.
Ce que tu dis est très, très juste et presque, j'ai envie de dire, fondamental. C'est-à-dire que c'est très difficile, justement, d'assumer ça. Et il faut avoir une sacrée confiance en soi et une estime de soi pour pouvoir passer ce cap-là. Ouais. Et il y en a beaucoup qui se cassent le nez, il y en a beaucoup qui sont en souffrance professionnelle terrible, parce que justement, ils se sous-estiment, parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre et que c'est une réelle douleur. Et c'est là qu'on voit les burn-out, c'est là qu'on voit les souffrances au travail, c'est là qu'on voit les RPS, c'est là qu'on voit tout ça. Alors, RPS, tu nous dis, Risques psychosociaux. ok, pour les non-initiés. Donc, c'est là où on voit apparaître les risques psychosociaux. Ouais. Donc, c'est quand on n'accepte pas, quand une entreprise, dans une culture d'entreprise, et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup, même si beaucoup d'entreprises font beaucoup d'efforts, on est issu de cette culture où la différence crée la peur. Ouais. Et la peur amène à, bah non, quoi, on refuse. C'est une forme de rejet, du coup, derrière. Ouais. Mais on est éduqué là-dedans. Ouais. Donc, ça vient de. On est habitué des tout petits à dis bonjour, fais un sourire, ah bah non, t'as pas le droit de pleurer. Pour les filles, ah bah non, c'est pas bonne petite fille d'être en colère. Pour les garçons, ah bah attends, tu pleures, mais t'es une vraie fille. On est là-dedans, qu'on le veuille ou non. Peut-être qu'en m'écoutant, certains vont dire, mais elle va dire n'importe quoi. J'assume. Ouais. Le fait est, moi, je vois au cabinet ce qui se passe. Bien sûr. Non, puis c'est une réalité. Enfin, aujourd'hui, le coaching répond aussi en partie à ça. C'est que, bon, pour certains qui arrivent à des âges, on va dire, un peu charnières, comme ça, des tranches d'âge, on sent que tu parlais de l'existentiel, il commence à y avoir certaines questions qui se posent. Ben, on sent bien qu'il y a une volonté d'un côté de ne pas se faire, j'allais dire, éjecter du groupe, et en même temps, il y a une volonté d'affirmer de plus en plus des besoins internes qui sont là et qui commencent à devenir insistants au quotidien. On sent qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie d'accepter, il y a des choses sur lesquelles on a envie de s'épanouir, se développer. Voilà, donc c'est vrai que ton rôle en tant que coach là-dessus, il est vraiment important, quoi. Surtout que les gens, je pense, ils passent par des phases où ils se sentent seuls finalement avec ces questions, et ils ont besoin de sentir qu'à un moment, on ne va pas être dans le jugement. C'est important de dire aussi que le coach est là vraiment pour accompagner. On nous dit souvent, nous en cours, ce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que je suis un coach junior chez MHD Formation. C'est pas un coup de pub, hein, c'est juste pour préciser où j'en suis en ce moment. Je remercie toute l'équipe d'ailleurs au passage, et puis mon groupe. Mais on nous dit souvent qu'on est là pour accompagner, surtout pas faire de transfert. Attention à ça aussi, de mettre sa propre expérience j'allais dire un peu par-dessus. On parlait de carte du monde, un peu cette superposition, mais aussi pour sentir, pour montrer au coaché qu'on c'est OK, quoi. Il a le droit d'être différent, et surtout, bah, comme on disait, c'est une vraie valeur ajoutée. Il a le droit de se poser des questions par rapport à certaines choses. Il a le droit de réinventer son parcours pro ou perso. Et ça, c'est une opportunité en or quand on est coaché, de s'ouvrir à cette perspective. Alors, c'est normal que ça fasse un peu peur, mais en même temps, quelle opportunité et j'allais dire, quelle liberté après d'être aligné avec soi-même, et de sentir qu'on n'est pas dans une friction, dans quelque chose qui nous pèse, mais au contraire, d'être dans une respiration, quelque chose qui nous ouvre à nouveau des perspectives de vie. Voilà. Alors, complètement, et je rebondis sur ce que tu dis, Marc, parce que ce que tu as dit est très précieux. Quand tu abordes la posture du coach et le transfert, et qu'il ne s'agit pas que le coach interagit trop par rapport à sa propre vie. D'où l'importance d'être supervisé pour un coach, pour éviter justement les transferts négatifs, pour éviter que le coach se transforme en consultant. Ouais. C'est quoi la différence entre un consultant et un coach ?
Ouais, c'est une question qu'on va aborder. C'est vrai que D'accord? Donc, si on l'aborde plus tard, je ne vais pas le développer là. Mais d'où l'importance que le coach soit dans sa bonne posture, c'est-à-dire dans son alignement, dans son propre alignement. Je suis Stéphanie Offray, je suis coach. Je ne vais pas interagir dans la vie de Marc qui vient me voir parce qu'il a une problématique. C'est la sienne. En revanche, moi, je vais interagir dans le système que nous constituons tous les deux, d'accord? Parce que, de par mon histoire, ça va forcément me toucher, ça va forcément, moi, ça va me parler, parce que je vois de quoi il parle, pour peut-être moi-même l'avoir vécu, etc. Donc, c'est ce qui fait la force du coaching. Maintenant, il s'agit de rester à sa place. Oui. Et rester à sa place, c'est justement, je ne vais pas déborder et parler de moi. En analyse transactionnelle, c'est faire un épicénario négatif et me servir de cette relation pour me soigner moi. Non, la personne, elle vient pour elle et moi, je m'occupe de moi. D'où l'importance d'avoir un propre travail thérapeutique et d'où l'importance d'avoir une supervision. Ouais. Moi, je suis supervisée tous les mois. Alors, Donc, tu veux nous faire la parenthèse sur excuse-moi, sur la supervision, juste pour ceux qui connaissent pas forcément, mais bon. Alors, la supervision, en fait, pour toutes les personnes accompagnantes, on retrouve ça chez les psys, on retrouve ça chez les thérapeutes, on retrouve ça chez les coachs, pour toutes les personnes qui sont dans l'accompagnement. Et ces personnes, normalement, doivent être supervisées. Et une supervision, c'est quoi? Alors, il y a deux types de supervision, soit des supervisions individuelles où c'est une interaction. Alors, un superviseur, c'est, on va dire, un super coach qui a été formé à être superviseur. Ça ne s'improvise pas. Il y a des formations pour être superviseur, certifié superviseur. Et soit c'est une supervision individuelle, donc entre le coach et le superviseur, et pendant cette interaction, c'est de parler d'une situation avec un coaché où le coach finalement tourne en rond, n'arrive pas à sortir, il se rend compte que ça n'aboutit pas, a du mal à prendre du recul et donc le superviseur l'amène à prendre du recul sur cette situation. Et il y a des supervisions collectives, moi je fais des supervisions collectives, où c'est une rencontre avec un superviseur et un collectif. Donc, nous, on tourne autour de 6 à 8 coachs. Et donc là, ça permet d'avoir le regard de tous les autres coachs. Moi, je vais sur Paris, donc ça me permet d'avoir un regard de coach parisien, de situation parisienne, d'entreprise. Enfin, c'est différent, mais d'autres coachs, d'autres régions. Donc, c'est super. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est hyper riche et ça me nourrit. Au-delà des journées de supervision, moi, j'ai l'impression à chaque fois, je dis à mon superviseur, c'est génial, je sors encore d'une journée de formation. Et puis, c'est mon superviseur et quelqu'un qui est coach depuis plus de, je ne me trompe pas, 20 ans, voilà, qui a roulé sa bosse, voilà, qui a vraiment de l'expérience et à chaque fois, c'est toujours mais oui, mais c'est bien sûr, je le vois pour moi, mais je le vois pour mes coachés, mais moi je le vois pas. Bah non, c'est toi qui es impacté, donc tu peux pas avoir pour toi. Ah, donc c'est tellement important d'avoir le retour d'autres pour pouvoir rester dans cette posture de coach, je vais dire empathique, pas sympathique, empathique. Toute la différence, elle est là, justement pour ne pas tomber dans la sympathie et rester dans l'empathie pour pouvoir mieux accompagner la personne qui a besoin de nous. Donc les coachs, c'est des éternels étudiants. Ouais. Moi, en tout cas, je suis tombée dans la marmite, je continue toujours. Non, mais c'est vrai que honnêtement, plus je rencontre de coachs et plus je me rends compte que c'est vraiment des profils qui ont une soif d'apprendre et de se remettre en question aussi. C'est incroyable, hein. Et tant mieux, hein, c'est plutôt Et je dirais, tu vois, nécessaire. en tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est une soif. En ce qui me concerne, c'est que il y a tellement de façons de pouvoir aller trouver le nœud chez la personne que c'est ne pas se priver de ces différentes façons. Moi, mon objectif, le sens de ma vie, c'est d'amener les personnes à retrouver leur sens, leur propre sens. Et quand je vois les yeux en face de moi qui se remettent à briller,
quand je revois la peau qui se remet à rougir, là, ça y est, la vie, à nouveau, circule, il n'y a plus de blocage. Moi, des fois, je vois des gens arriver, ils sont complètement bloqués comme ça, ils ont mal au dos, ils ont mal partout, ils ont mal à la jambe, aux hanches, aux articulations, ils sortent de chez l'ostéo, ils sont pas bien. Et quand à un moment donné, c'est tout se met à circuler, la peau se lisse, se détend, les yeux se remettent à pétiller de vie, les articulations sont plus grippées, le corps est beaucoup plus souple. Bon, je ne vais pas me faire des copains chez les ostéos. J'ai un copain ostéo, il me dit je ne donne pas des cartes de visite. Bon, d'accord, c'est pas grave. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai que bien souvent. Ouais. Le corps parle. Le corps moi, je travaille aussi dans la bioénergie. Le corps, en fait, réagit par crispation d'émotions bloquées. Ouais. Donc, forcément, tout ça, c'est lié quand à un moment donné, c'est je m'autorise, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, à être. C'est-à-dire, quand on arrive, effectivement, comme tu le disais très bien, à un certain âge, en milieu de vie, vers 40, entre 40 et 50, on va dire, eh bien, où c'est bon, on a fait l'épreuve. Hein. On a montré qu'on était la parfaite petite fille, on a montré qu'on était le parfait petit gars, qu'on était conforme au modèle familial et qu'il fallait faire exactement comme ça. À un moment donné, c'est mais je fais quoi de ma vie là ? Et pourquoi aujourd'hui tout pète ? Et parce que tous les repères, on pète. Quand on change de rituel, qu'on ne va plus dans l'entreprise et qu'on est en télétravail toute la journée, on est paumé. Quand on n'a plus le droit de travailler parce qu'on ne peut plus ouvrir son magasin ou on ne peut plus ouvrir son restaurant ou son bar, on est paumé. On est paumé quand je suis dirigeant, que mon carnet de commandes il est vide, je suis paumé. Donc, il faut retrouver les repères, là. Oh. Donc, tu as raison. C'est là que, du coup, donner du sens à sa vie, c'est apprendre à donner une signification. Finalement, c'est quoi ma signification quand je sors de la signification du modèle parental ? Inconscient. Je sais, mais n'importe quoi, c'est bon, je vis ma vie sans ma mère ou sans mon père. Oui, souvent on dit, mais de toute façon, puis parfois même on fait tout pour faire l'inverse de ses parents, mais on arrive quand même presque au même résultat. Alors en fait, on arrive au même résultat. Pourquoi ? Tu prends un fil. En fait, parce que c'est tout simple. Quand on apprend, soit on répète, soit on fait l'inverse. C'est pour ça que l'enfance et l'adolescence existent. On est en enfant, on fait comme les parents. On fait comme les parents. On va imiter un petit enfant, un petit garçon va imiter son papa, une petite fille va imiter sa maman, parce qu'ils s'associent au niveau des sexes. C'est la vie, c'est normal, c'est comme ça, on apprend. Les animaux, ils font comment ? Ils apprennent, enfin, c'est comme ça que ça se passe. Ou on fait l'inverse. Mais quand tu prends une ficelle et que tu prends les deux bouts, que tu fasses la même chose ou l'inverse, ça se rejoint. Ouais. Et ben voilà. Donc, après, c'est non pas savoir de faire à l'inverse. Et quand tu as fait ce constat-là à 45 piges, quand finalement tu te rends compte que tu n'es plus bien dans ton couple, tu as envie de divorcer, mais t'oses pas, tu n'es plus trop bien dans ton job, tu as envie d'en changer, mais t'oses pas, et du coup, tu n'es pas bien, et bien, du coup, quand tu fais ce constat, que tu as fait pareil ou tu as fait à l'inverse, en fait, c'est de se poser la question, ok, maintenant, tu fais comment ? Ouais, puis il y a un souci d'identité, je pense, hein, pour les gens qui en arrivent là. À un moment, c'est un constat qui est pas facile. Encore une fois, les coachs, ils sont aussi là pour accompagner sur cet aspect-là. C'est souvent posé comme étant un échec, alors que le coach, il est là plutôt pour le montrer comme une opportunité. Et ça, c'est vrai qu'il faut du chemin, il faut une introspection. Hein, on le dit aussi, peut-être pas assez, mais un vrai coaching, c'est un accompagnement auprès du coaché, mais le coaché doit aussi accepter qu'il y a un moment, il va y avoir une introspection de sa part, des questions qui vont aller chahuter peut-être comme tu disais, des croyances, des choses sur lesquelles il a bien verrouillé les choses. Voilà. Donc, c'est tout. Alors, c'est tout l'accompagnement. Moi, en tant que coach, je vais agir sur l'instant présent. Et pourquoi ? En 2 mots. Pour, espace, quoi ? Tu vois ? Ouais. Et le pourquoi en un seul mot, je vais le renvoyer dans un espace thérapeutique. Je suis coach et j'accompagne dans le sens, c'est-à-dire je suis coach existentiel, mais je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas psychologue. Ouais.
Je vais aller effectivement aller chercher dans les histoires familiales, parce que j'ai aussi une formation qui me permet d'y aller et je sais où sont les limites. En revanche, et ça parfois, et même souvent, ça suffit pour aller retrouver un petit peu l'origine, remettre du sens et du coup comprendre la conséquence et le symptôme d'aujourd'hui, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Et dans ces cas-là, je renvoie les personnes dans un espace thérapeutique pour que cette personne puisse travailler avec un professionnel sur ces points-là. Ouais, c'est très important ce que tu dis. Ouais, c'est bien déterminer où commence le coaching et où il finit. Et justement que j'avais un échange avec Nada là, justement, qui faisait cette parenthèse, qui disait que elle avait des contacts justement au niveau thérapeutique sur la partie psychiatre par exemple, et ça lui permettait à un moment de basculer. Alors faut encore une fois, le coaché, il est accompagné, hein, on lui ouvre pas ça comme ça, mais c'est vrai que par rapport à une problématique qui est identifiée à un moment, peut-être qu'il y a un besoin de repasser par la case un peu plus thérapeutique et de revenir vers le coach. Moi, c'est quelque chose que j'affiche dès la première séance. Okay. C'est-à-dire que j'explique comment je travaille, comment je fonctionne. Je parle de la colonne vertébrale du sens, qui est un concept que Vincent Lénart nous enseigne. Et au niveau des écoles de coaching, c'est un concept que beaucoup reprennent. Et j'aborde ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est important, et dans mon contrat, je fais des contrats de coaching, c'est spécifié qu'à un moment donné, je vais adresser la personne vers des professionnels si effectivement j'estime que ça n'est pas de mon ressort. Okay. Et je travaille avec les psys, je partage mon cabinet avec un psychanalyste, donc je lui envoie certains clients, il m'envoie certains clients aussi, et dans des proportions complètement confidentielles, c'est-à-dire qu'on peut échanger des patients, en revanche, on ne parlera jamais de ces patients entre nous. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'en tout cas, je reprécise. Moi, j'appelle pas, pour moi, c'est des clients, c'est pas des patients. Donc, c'est quelque chose que je reprécise. Quand effectivement quelqu'un vient de sa part, je reprécise bien que ce qui se passe dans l'espace coaching reste dans l'espace coaching. Ouais. Ça, c'est important aussi que tu parles de ça, la confidentialité, que ce soit en entreprise, le coach. Parce que souvent, on se dit, oui, si je me fais coacher en entreprise, mon employeur va savoir un petit peu de quoi on parle avec mon coach. C'est important d'insister que c'est pas du tout le cas. Il y a une confidentialité entre le coaché et le coach. Après, le coach, bien évidemment, on est sur une tripartite, donc tu vas nous en parler un petit peu. Il a une relation, bien sûr, avec la personne, l'employeur qui a commandité ce coaching. Après, j'allais dire, les détails et l'ensemble des échanges entre le coach et le coaché ne sont pas du tout divulgués auprès de l'employeur. Non. Ça, c'est important. Non, c'est vraiment un espace confidentiel, bienveillant, et un espace, moi j'appelle ça un terrain d'entraînement, où la personne va s'entraîner à agir autrement pour justement avoir des interactions différentes avec les personnes avec qui il peut être en problématique. Dans le cadre d'une tripartite ou quadripartite en entreprise, moi, c'est quelque chose que je spécifie à chaque fois, que ce soit au niveau du manager ou du dirigeant qui demande le coaching ou au niveau de la fonction RH qui demande le coaching, que tout ce qui se passera dans le cabinet restera dans le cabinet, que ce sera strictement confidentiel. Et par contre, quand je fais des points avec le manager ou la RH ou le dirigeant, les personnes conseillées qui ont passé la commande, eh bien, on va aborder les points clés que nous avons au préalable définis dans le contrat, avec des objectifs et puis les fameux KPI, les différents points d'intervention qui permettent de savoir si le coaching et comment le coaching avance. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose. Et ce qui peut arriver pendant des séances où finalement vient sur le tapis comme ça quelque chose de grave et qu'il est important que, si j'estime qu'il est important d'en référer à la fonction RH, il y a parfois de harcèlement, des choses graves qui sortent.
Ouais. Là, j'en discute avec le coaché. Voilà, là, c'est grave. Voilà le contexte. Est-ce que vous m'autorisez à en parler à la RH, aux dirigeants? Parce que là, ça sort d'un contexte où la responsabilité du donneur d'ordre peut être engagée. Est-ce que vous m'autorisez à en parler? Ouais. Et si et uniquement si le coaché est OK, et parfois ça nécessite, on peut passer une séance à travailler là-dessus. Hein. À ce moment-là, et uniquement avec son accord, j'en réfère. Ouais. Ouais, parce que pour le Et coach, ça reste exceptionnel. Hein, c'est quand même ouais, ouais. Pour la personne effectivement qui est coachée, elle peut avoir peur d'un risque derrière, une conséquence professionnelle ou Oui. autre. Donc c'est uniquement avec son accord et sur des points bien particuliers et qui restent exceptionnels. Mais hormis ces exceptions, hormis ces cas particuliers, moi ce que je dis, c'est que le cabinet est une bulle. C'est une bulle, c'est leur bulle, c'est leur endroit à eux, où là, ils peuvent s'autoriser et je leur permets de dire tout ce qu'on leur a interdit de dire et d'être depuis qu'ils sont nés. Ah, ils peuvent se lâcher, c'est le moment. Donc pour C'est ceux le qui sont moment. contents de Donc ils peuvent être coachés, crier, pleurer, se mettre en colère. Tout ça, c'est encadré, en sécurisé, en sécurité. Voilà. Et c'est ouais. on peut s'autoriser. Parce que comme mon cabinet, donc je suis sur Niort et que le cabinet est au centre-ville de Niort, quand j'interviens dans différentes entreprises, je donne la possibilité, soit effectivement on peut faire le coaching quand c'est des tripartites ou quadripartites au sein des entreprises, soit ils peuvent venir pendant leur temps de travail au cabinet et systématiquement à chaque fois c'est toujours je préfère venir chez vous. Ouais, ouais. Bah, surtout s'ils ont envie de crier ou quoi, on sait jamais, c'est plus sympa. Ouais, ça paraît moins bizarre. Oui, oui, non, mais c'est un vrai espace de liberté. C'est chouette que tu nous partages ça. Est-ce que toi, tu as senti au niveau pro et perso, l'avant coaching, l'avant casquette de coach et l'après? Ouais. Ah ouais, oui, complètement. Moi aujourd'hui, je suis complètement épanouie dans ce que je fais. En fait, je fais un métier vocationnel. C'est-à-dire que je suis vraiment, quand je dis le sens de ma vie, c'est d'amener les personnes à retrouver du sens. C'est-à-dire que mon job, c'est quoi finalement? C'est très simple. Je suis un miroir qui renvoie à l'autre la beauté qu'il a à l'intérieur et qu'il n'a pas eu l'habitude de voir. Donc en fait, je suis quelqu'un qui va réaccorder pour que la personne puisse retrouver une harmonie et de vivre sa vie en harmonie avec elle-même, avec sa famille, avec son job. Et donc, pour pouvoir le faire, j'ai dû le faire pour moi aussi. J'ai commencé par me réaccorder moi, me faire réaccorder moi. Donc, j'ai commencé par faire le boulot sur moi. Et puis, et en fait, je ne fais que transmettre. Tu l'as vécu comment ce travail sur toi avant d'être coach? Eh bien, moi, en fait, j'ai vécu un burn-out et demi. Je dis et demi parce que quand je commençais le deuxième, je me suis dit, hop, 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 je suis en train de reproduire un système. Ouais, ouais. Donc là, hop, 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 j'arrête. Donc, c'est là que j'ai pris la décision de me faire accompagner. Donc, j'ai commencé une thérapie à ce moment-là. Et puis ensuite, finalement, j'ai enchaîné sur mes formations. Et dans la formation Vincent Lénart, finalement, on est coaché. Hein. On est bien, bien coaché, hein, puisque c'est une formation par l'inaction, donc qui passe d'abord par nous-mêmes. Donc, on vit, Ouais. c'est pratiquer la théorie et théoriser la pratique. On mettra les liens, si tu le souhaites, on mettra des liens vers aussi, bien sûr, tes coordonnées, avec grand plaisir, mais aussi, si tu nous, on y reviendra, mais si tu veux nous faire partager ce centre de formation ou d'autres adresses, on abordera aussi les livres, des choses comme ça que tu aimes ou que tu aimerais conseiller aussi. Et donc, il y a eu cette période-là où tu étais formé. Voilà. Et en fait, ça a vraiment été un gros, gros, gros travail. Parce que dans cette formation, en particularité, c'est qu'on travaille aussi par groupe de pairs. Et groupe de pairs, c'est une thérapie collective. Donc déjà, pour faire cette formation, la thérapie individuelle est juste obligatoire. On ne peut pas la commencer sans ça. Et de par la constitution d'un groupe de pairs, c'est vraiment une thérapie collective. Et là, c'est une machine à laver.
Là, ça, c'est alors là, on est vraiment dans un autre concept déconstruction, reconstruction, mais à fond les ballons là. Ouais. Et donc, on se nettoie complètement de toutes nos peurs, de toutes nos limites, parce que les seules limites que nous avons, c'est celles que nous nous mettons. Hein. Donc, quand on passe nous-mêmes par tout ça, en tout cas, je vais dire parce que je vais parler de moi, comme je suis passée par tout ça, je suis plus à même à accompagner les personnes qui vont passer par ça. Donc, parce que ce sont des périodes extrêmement difficiles et douloureuses. Donc, c'est vraiment un accompagnement à chaque fois sur mesure, parce que c'est toujours une partie de cheminement très douloureuse, physiquement et moralement. Parce qu'il y a le corps qui s'exprime aussi. Hein. Ouais, bah oui, il y a tout, il y a tout qui chahute dans ces moments-là. Ok. Et après, du coup, tu t'es lancé en tant que coach professionnel. Alors, et là, pareil, au niveau professionnel, comment t'as réagi? Tu t'es dit, ça y est, là, je suis passé par j'allais dire, cette machine à laver, un peu ce brassage qui fait tomber les croyances, qui fait tomber les peurs, les choses où on lâche prise complètement. Et à un moment, donc, comment tu t'es dit, bon, allez, maintenant, banco, j'y vais? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en entreprise, j'étais encore salariée, responsable RH de ma boîte quand j'ai commencé ma formation Systémie. Et ensuite, quand je me suis lancée dans ma formation de coaching, j'ai été extrêmement soutenue par ma boîte, par mon DRH, Ça, c'est que chouette. je remercie au passage, Ouais. et qui m'a fait confiance et qui m'a dit, mais vas-y, lance-toi, t'es coach, tu le fais déjà dans ton job de RH. Tu sais déjà ce que tu fais, donc vas-y. Et quand j'ai annoncé à tout mon secteur, donc j'avais un secteur de 450 personnes, et quand j'ai annoncé que je partais, et certains de managers qui me disent oh, « Je suis sûre que tu vas faire une formation de coach. » Je fais « Et quelque part, ça m'a fait plaisir parce que ça me rendait un petit peu légitime. Il me dit « Mais oui, parce que c'est déjà ce que tu fais avec nous. » Donc, ça avait été un énorme cadeau en fait que j'ai eu de la part des personnes que j'accompagnais déjà en tant que salarié. C'est chouette. Et j'ai pu me lancer parce que je suis partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Et puis, et donc, j'ai lancé mon activité. J'ai eu 2 ans pour lancer mon activité, pour vivre de mes propres ailes et de mon propre talent. C'était du velours, quoi. C'était les conditions idéales. Ouais, j'ai eu. Mais finalement, moi, ce que je me rends compte dans la vie, c'est que quand il y a un juste alignement, Ouais, tout se passe de manière juste aussi. ouais. Et il y a des synchronicités extraordinaires qui se créent. Et en fait, tout se passe de manière assez évidente. C'est lorsqu'on est complètement coincé, qu'on essaye de rentrer des concepts ronds dans des carrés, que ça ne marche pas. Et que je faisais mes burn-out, et que j'étais à chaque fois mise à mal. J'étais jamais la personne qui disait la bonne chose au bon endroit. J'avais des collègues qui me regardaient avec des yeux comme ça. Mais de quoi elle cause, elle Moi, je venais d'un environnement complètement différent et dans une structure où les gens étaient là depuis 20 ans. Ouais. J'arrive et on me regardait comme si j'étais un ovni. Donc, ça a été compliqué. Tu dérangeais, quoi. Ouais, je rentrais pas dans leur système. Voilà. Donc, ça a été le fait d'être coach, ça a été vraiment pour moi d'aller en fait à ma place. Là, je suis à ma place. Et finalement, la vie m'a amené les personnes. J'affirme et j'ose exister sous l'appellation de coach existentiel depuis pas très longtemps, depuis quelques mois, depuis septembre, on va dire. Je pense que le confinement m'a amené à ça, à travers une introspection personnelle, et puis aussi à travers la vie qui m'amène des personnes qui sont de plus en plus en quête de sens. Des gens qui sont paumés, qui émotionnellement sont complètement submergés par leurs émotions. N'arrivent plus à retrouver un équilibre dans leur vie professionnelle. Donc, et du coup, ils ont peur que ça crée un déséquilibre dans la vie personnelle. Des dirigeants qui se sentent isolés, avec une honte terrible.
parce que derrière le statut de dirigeant, de patron d'entreprise, il y a une femme, il y a un homme, avec ses propres peurs, avec son propre désespoir de ce qui peut se passer aujourd'hui, avec ses propres raisons de vivre et de travailler qui sont complètement chamboulées. Et là, c'est mais je suis paumée en fait, Madame Offray, je viens vous voir parce que je ne sais plus là. Ça change tout le temps, je ne sais plus. J'avais un projet d'agrandir mon usine, mais finalement, je ne sais plus si je dois le faire. J'ai des Chinois qui me contactent pour créer un partenariat, mais je ne sais pas si je dois accepter. Vraiment, des gens, des dirigeants qui, financièrement, qui peuvent, mais qui sont en tant qu'hommes, du coup, dirigeants perdus dans leurs décisions. Et là, je me suis rendu compte que finalement, là où j'étais le mieux, plus sereine, plus juste, plus alignée et plus à même d'apporter vraiment tout ce que j'avais à apporter à ces personnes qui venaient me voir, c'était là. C'est vrai que dès qu'on a des responsabilités, il y a des objectifs de résultats, et donc forcément derrière il y a une pression qui est là, qui est toujours présente finalement, qu'on soit indépendant, qu'on soit même salarié, j'allais dire, dès qu'on a des responsabilités, ou même parfois quand on est salarié et qu'on cherche juste à garder son poste et qu'on sent bien qu'à un moment il y a des choses qui correspondent plus à ce qu'on est. Effectivement, il y a des tas de cas de figure. Hein. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'entrepreneuriat, en France, on n'a pas toujours cette culture j'allais dire, on mesure pas toujours la prise de risque qu'il y a pour beaucoup d'indépendants, de patrons, etc. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de se rejoindre. Les gens comprennent bien que être à son compte, c'est quand même c'est pas anodin. Il y a une prise de risque. Ouais. Mais il y a aussi, ouais. Il y a une volonté aussi, je pense, d'apporter aussi quelque chose à la société qui est différent, voilà, qui est à la fois aligné avec ce qu'on est et à la fois, comme tu disais, plus on y met du sens. Alors là, je parle vraiment l'entrepreneuriat où au bout d'un moment on met des valeurs, et c'est là-dessus que j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu. Mais l'entrepreneuriat aujourd'hui, où quand on y met du sens et de la valeur, ça a un double impact au niveau de la société. C'est quelque chose qui va dans le sens vraiment positif, c'est-à-dire une façon de gagner de l'argent qui est saine. Je sais que dans la systémie, il y a Robert Dills aussi derrière. J'espère que tu nous feras la parenthèse. Moi, je suis assez fan de Robert Dills, et j'aime bien sa façon d'aborder l'entrepreneuriat et le fait de faire quelque chose qui est de l'ordre du juste, j'allais dire, alors ça fait un peu bisounours quand on dit ça, mais aujourd'hui, il y a réellement la possibilité pour des gens d'être authentiques avec eux-mêmes et de gagner de l'argent et d'être bienveillants avec les autres, et tout va bien, quoi. D'arrêter de croire que du moment qu'on fait de l'argent, bah, ça va forcément. Mais c'est ça, hein, en France, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, aux États-Unis, quand tu réussis, tu as une grosse bagnole, et puis ouais, c'était super valorisé parce que tu as une grosse bagnole, et tu es fier parce que tu as ta grosse bagnole, parce que tu as bien travaillé et que tu as les moyens pour te la payer. En France, quand tu gagnes bien ta vie, tu as une grosse bagnole, tu en as un qui vient qui te la raye. Ouais. Ouais, il y a un truc à régler de ce côté-là, je pense sincèrement. Et puis, comprendre que finalement, effectivement, le salariat a peut-être ses limites en ce moment, et que l'entrepreneuriat, c'est une vraie opportunité à la fois pour faire quelque chose pour lequel on est doué et on est authentique. Si on part du principe que chacun a des opportunités différentes dans la vie. Et aussi, tu vas nous le dire, hein, de toute façon, tu en as la preuve aujourd'hui, hein, comme beaucoup de coachs que je souhaite interviewer ou que j'ai déjà interviewé, vraiment le constat que je fais, c'est le sentiment de gagner sa vie en donnant du sens à ce qu'on fait, et d'être au plus près de l'humain. Et ça n'a rien d'aberrant aujourd'hui, hein, c'est important de le rappeler. Tu veux nous parler un petit peu de tes valeurs par rapport au coaching, justement? Alors, si tu veux, ouais, je parlais de ça. Et Moi, non, mes valeurs, en fait, mes valeurs, c'est finalement que tu sois entrepreneur ou salarié, ce qui est important, c'est que tu te retrouves à la bonne place. C'est-à-dire que pour moi,
Il y a des gens qui vont être excellents salariés, qui vont trouver du sens à ce qu'ils font, et des gens qui vont être excellents entrepreneurs et qui vont trouver du sens à ce qu'ils font. Maintenant, tout dans les dirigeants ou dans les fonctions RH, c'est d'être justement suffisamment bien accompagné pour accompagner les salariés, les managers, à trouver du sens dans ce qu'ils font, à leur montrer qu'ils sont importants, à leur montrer qu'ils sont compétents et complètement en phase avec la stratégie de leur boîte, et qu'on peut être salarié important, à sa place et compétent, aimé, dans une boîte. D'où l'importance de bien être accompagné. Moi, j'ai vu des choses en tant que RH, où nous demandait d'accompagner les gens. Je dis, OK, très bien, qui nous accompagne? Nous, accompagner les gens. On me regardait, ben non, mais tu fais faire ça comme ça. On avait un consultant qui venait, qui me déployait 10 slides, et on devait accompagner les gens. Oh, on va où? Là, c'était n'importe quoi. Là, il n'y avait pas de sens dès le départ. Donc, comment voulez-vous, les gens qu'on accompagnait, qu'ils trouvent du sens dans ce qu'ils faisaient? C'était juste pas possible. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, mes valeurs, c'est quel que soit le statut de la personne, qu'il soit dirigeant, qu'il soit manager, qu'il soit DRH, qu'il soit salarié, qu'il soit ouvrier, c'est de l'accompagner et dire, ben en fait, tu es important là où tu es. Tu es compétent là où tu es. Il te manque une formation, ok. Eh ben on va faire le lien avec une formation. La formation, la compétence, le savoir-faire, ça s'apprend. Tout le monde est intelligent, tout le monde est capable d'apprendre. Et à partir du moment où on est à la bonne place et où on se sent valorisé parce qu'on est important, parce qu'on a une place, eh ben c'est OK. Et tout le monde a sa place. Sauf qu'après, il y a des questions de pouvoir, tout ça qui vient un petit peu mélanger le bazar. Donc moi, mes valeurs, c'est d'accompagner les personnes à se retrouver elles. C'est ça, remettre du sens. C'est quoi finalement la signification que je donne à ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle. Moi, je serais restée salariée dans ma boîte si j'avais pu y trouver mon sens, si j'avais pu y trouver mon importance. Sauf que j'avais des personnes qui prenaient un plaisir à chaque fois de me saboter, de saboter mon job. À un moment donné, ça me faisait chier, quoi. Donc, à un moment donné, je dis, si son sens à lui, c'est de m'emmerder, bon, ben moi, je vais le trouver ailleurs parce que j'ai pas envie de me faire emmerder par quelqu'un. Mais ça, je l'ai compris quand je me suis fait accompagner et qu'on m'a dit, mais Stéphanie, tu vas pas changer. Son kiff à lui, c'est de te faire chier. Parce qu'en te faisant chier, il te montre que c'est lui le patron. Ouais. OK. Donc, si maintenant, tu vas arrêter de te taper la tête sur le mur, qu'est-ce que tu fais? Bon, OK. Ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je transmets aux personnes qui viennent me voir et qui ont un collègue, un chef, ou alors une équipe, parce que les managers qui souffrent d'équipe qui peuvent aussi polluer, ou des dirigeants. Ah, bon, OK, comment on fait? Ou même un projet, j'allais dire, ça peut être… Un projet, voilà, exactement, c'est comment tu fais? Moi, je me souviens de cette personne-là, mais aujourd'hui, je la remercie parce que grâce à elle, j'ai pu faire autrement, justement. Et je me souviens que je lui avais dit, mais en fait, je pourrais vous proposer tout ce que je voudrais. Par définition, à partir du moment où c'est moi qui vous le propose, vous allez dire non. Et là, je me souviendrai toujours de cette personne qui s'adosse à sa chaise, qui croise les jambes, qui me regarde avec un petit sourire et qui me dit, mais oui, Stéphanie. Et là, j'ai compris. Je me suis même plus mis en colère. J'ai arrêté de me faire mal. Là, j'ai compris. J'ai attendu qu'il parte de mon bureau. Je me suis levée. Je me suis installée devant mon ordinateur et je me suis inscrite à ma formation systémique. Tu vois. Voilà. Il était là pour te faire passer l'étape d'après, quoi. Et il était là. Et cette personne, la vie m'a mis cette personne qui m'a fait souffrir. Parce que à cause de lui, j'avais commencé, à cause de lui, non, j'ai ma part de responsabilité. C'est moi qui aussi, dans notre système à tous les deux, où je me remettais en situation de souffrance. Et là, j'ai dit non. Mais cette personne, aujourd'hui, oui, je peux. Alors, je ne lui dirai pas merci parce que comme c'est quelqu'un qui agit comme ça avec beaucoup de personnes, il fait de la casse. Mais pour moi, ça m'a permis de rebondir. Et aujourd'hui, de m'épanouir pleinement, d'être conforme à mes valeurs. Et mes valeurs, c'est d'être authentique et de se respecter vraiment soi-même, parce qu'à partir du moment où on se respecte soi-même, on peut rayonner et faire respecter. Et autour de soi, ça va. Après, ça appartient aux autres.
les autres sont en colère, les autres ont peur, ont des réactions, etc. Mais c'est OK, ça leur appartient, mais moi, je vais faire mon truc proprement, en authenticité avec moi. Je te remercie beaucoup pour nous partager ça, c'est chouette. Et, et du coup, bon, donc c'était un cadeau, hein, cette fameuse personne qui finalement était plutôt toxique, mais bon, il était un cadeau. C'est OK pour toi quand on dit justement, quand il nous arrive un truc comme ça, on dit tout de suite, c'est quoi le cadeau? C'est-à-dire, souvent, on nous dit dans le coaching, quand il t'arrive un truc, essaye de voir l'opportunité il peut y avoir derrière. C'est OK pour toi là-dessus? Oui, en fait, c'est ce que c'est ce que mon accompagnement, il est de transformer les obstacles en opportunités. OK. En tenant compte du fait que quand va dire à quelqu'un, moi, tu m'aurais dit, alors que je venais de me prendre mon plafonnet net, là, en me disant, oh, mais Stéphanie, c'est super, c'est un vrai cadeau. Là, je t'en aurais collé une, quoi. Enfin, c'était, ouais, non, c'est pas un cadeau. Je souffre, je suis pas bien. Donc, je vais pas parler ça, je vais pas dire ça comme ça. Quand tu as des personnes qui sont en souffrance par rapport à des situations ou des individus, bien sûr, je ne vais pas leur dire ça. Et ce serait un raccourci qui serait mal Ça serait un perçu. raccourci que la personne n'est pas en face Mm. à même d'entendre. Et c'est normal. Moi, tu m'aurais dit ça à ce moment-là. Je m'aurais envoyé chier en disant ouais, c'est bon, merci, au revoir. T'as rien pigé. Voilà. On n'est pas prêt à entendre ça quand on est émotionnellement hyper impacté. C'est juste pas possible. C'est après qu'on se rend compte. Mais justement, tout, j'ai envie de dire là, c'est d'amener la personne petit à petit à cheminer sur finalement différentes transitions, sur les enjeux de ce qui vient de se passer, la phase de deuil, d'accord? Et puis ensuite, une phase de réintégration, comment faire autrement. Et c'est après la personne elle-même qui dit ah, mais finalement, c'était plutôt bien. Ok, c'est toi qui le dis. Mais moi, je ne vais pas le dire avant. Je la laisse, je l'accompagne dans son cheminement et c'est elle qui s'en rend compte. Et moi, mon job, il est là. De ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, de ne pas dire aux gens, mais de les accompagner là où ils en sont. Et c'est eux-mêmes, c'est à un moment donné, c'est ah, mais ok, c'est qu'il est. Moi, Ouais. je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ouais, c'est important ce que tu dis. Et souvent, on dit, mais à partir du moment où on donne les choses comme ça, en fait, le travail, c'est plus du tout le travail du coaché, quoi. C'est effectivement, si lui fait son travail et son chemin, bah, il aura eu le temps d'avoir cette réflexion, cette introspection, ce cheminement. Et effectivement, bah, c'est justement là toute l'importance du coaching, c'est le travail que lui va faire, cette infusion à un moment, il se prend le temps. Parfois, on nous dit, bon, là, laissez-vous le temps, parce que parfois, on a envie de commenter des co-coaching. Nous, on est dans le cadre du co-coaching, et à chaud comme ça. Et certaines fois, on nous dit, non, non, laissez le temps un petit peu de. Vous allez voir, on va en reparler la prochaine fois. Et c'est vrai que on sent que le cerveau a fait son travail. Et Il faut quand on. pas, tu as dit quelque chose d'essentiel pour moi, Marc. Il faut laisser le temps. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on ne fait pas pousser les poireaux en retirant dessus. Ouais. Cette notion du temps, pour toi, enfin, c'est marrant. Je me faisais encore la réflexion ce matin. Alors, je fais une parenthèse de temps en temps. Je promène ma chienne sur la plage et je rencontre des gens. Les chiens, ça crée des liens. Et on faisait c'est vrai que on se faisait cette réflexion autour du temps. On avait le sentiment que les gens pensent que tout arrive vite et que c'est normal. Et ça, c'est une vraie. Alors, je dirais pas une problématique, mais quand même, c'est une façon de voir la vie et les choses en général, qui est un peu, bon, avec les enfants, on s'en rend compte aussi, hein. Ils veulent tout de suite, et à un moment, on leur explique que justement, parfois, le fait d'attendre, ça donne plus de valeur aux choses, et ça donne surtout le temps de réfléchir si on a réellement besoin. Ça, c'est encore un autre, c'est encore un autre débat. Mais c'est vrai que la notion du temps, tu l'as dit, c'est vraiment essentiel parce que bah, effectivement, quand on pousse, on fait pousser quelque chose, bah, il n'arrive pas tout de suite. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Nous, on est rattaché à la nature quelque part, hein. Enfin, on fait partie d'un tout. Tu disais le fameux système, hein, de notre environnement, on en fait partie. Et nous aussi, il nous faut du temps parfois pour accepter des choses, que ça soit
un changement de vie, un deuil, différents changements de notre vie. Et on a toujours tendance à croire que déjà on se compare. Parfois on se dit voilà, si lui il l'a fait en 2 semaines, moi aussi, alors qu'on a notre propre ressources, on a nos propres ressources, notre propre mode de fonctionnement, notre propre système. Tu vois, ça y est, je suis dedans. Et du coup, c'est important que tu dis ça parce que la notion du temps, elle est vraiment essentielle de comprendre que les gens, c'est OK s'il y a des moments, ils n'ont pas la réponse tout de suite, qu'ils n'ont pas le. Tu vois, le lendemain matin, ils se réveillent et le changement ne s'est pas fait entièrement, c'est OK, quoi. C'est juste que les choses. Donc, on est vraiment dans une société de l'immédiateté. Hein. Ouais. Aujourd'hui, tout est hyper interactif avec le digital, avec tout. Enfin, c'est tout de suite maintenant. Ouais. Donc, oui. Et tout va tellement vite qu'on en oublie l'essence même de l'être humain qui a besoin de temps. C'est pour ça que je dis, on ne fait pas pousser les poireaux en tirant dessus. Il faut laisser le temps. Sauf qu'aujourd'hui, on ne laisse plus le temps. C'est pour ça que c'est une véritable catastrophe dans les entreprises. Tout va trop, trop vite et on ne laisse pas le temps aux gens d'intégrer ces fameuses phases d'intégration, de phase d'action, de mise en œuvre de projet, de faire des efforts, les phases d'apprentissage, entre j'ai pas la compétence et je deviens expert, on laisse plus ça aux gens. Et ce qui fait que les gens sont pareils, c'est ce que tu disais. Mais punaise, il a fait ça en 2 semaines, mais moi, j'y arrive pas. Mais oui, mais il a peut-être fait ça en 2 semaines, mais parce qu'il a peut-être déjà fait ça dans une autre vie, dans une autre boîte. Mais ça, il le sait pas. On se compare, on se sous-évalue, et boum. Il y a des corps, c'est important. Vraiment, moi, j'aime beaucoup cette phrase qui est le plus gros chêne a commencé par être un petit gland. Eh ben oui, il n'aurait jamais pu être un grand chêne s'il n'avait pas pris le temps de pousser. Eh ben c'est tout. Et nous, on oublie ça. Il faut tout de suite maintenant. Non. Il y a, des fois, dans des boîtes, il n'y a même pas de plan d'intégration, quoi. Et un plan d'intégration, c'est pas juste la personne, elle arrive et on l'accueille. Un plan d'intégration, c'est 1 an. Ah bah oui, bah ça, on oublie. On essaye de compresser les choses au maximum. C'est vrai que j'ai un ami qui est compagnon et donc il travaille dans la partie de la pierre et il me disait qu'il faut 10 ans. Ben oui. Il considère les compagnons qu'il faut 10 ans pour être vraiment, commencer à maîtriser le métier. C'est vrai que quand on dit ça, il y a des gens qui disent mais oui, et eux, c'est non compressible. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que ce chemin-là, il est obligatoire. Et après, effectivement, on peut commencer à prétendre d'avoir un début de maîtrise de métier, parce qu'eux, pareil, un peu comme le coaching, on considère toujours qu'il y a matière à évoluer, à se perfectionner, à apprendre des choses. Là, tu vois, Marc, que ces gens-là, tous ces artisans, tous ces métiers ont du sens dans ce qu'ils font. Parce qu'ils ont un projet de vie. Je suis compagnon, je vais travailler sur la pierre, j'ai mon projet de vie professionnelle qui est vraiment, j'ai l'amour de mon métier. D'accord? Donc voilà, l'engagement, ma décision, c'est l'amour de mon métier et d'être expert professionnel dans ça. Et je passe à l'action, oui. Ben, je mets 10 ans à agir. Mais quand on prend des métiers comme la métallurgie, comme moi j'ai travaillé dans une PME, je suis intervenue dans une PME une fonderie, une PME de 160 personnes. Je veux dire, tu t'improvises pas fondeur comme ça, quoi. Hein. Je veux dire, ça s'apprend un peu sur le tas parce que les formations, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand tu vas dans des boîtes comme ça, et si je ramène à ce contexte ici maintenant, tu te dis, mince, j'ai plus de commandes, ma main-d'œuvre, elle est au chômage partiel, si je la perds, etc., c'est compliqué. Et donc, c'est vraiment de garder cette expertise, ce savoir-faire. Hein. Et là, ça a du sens, c'est concret. Il est où l'expertise, le savoir-faire dans différentes boîtes de services? Moi, j'en viens, il y en a, des fois, tu te dis, mais ils bossent. En fait, ils ont un job, c'est la. Alors, je ne me souviens plus du nom, c'est bore-out, où finalement. Ils s'ennuient, du coup. C'est pas l'inverse du burn-out, c'est un autre terme. C'est la finalité du job, finalement, ça sert à quoi? C'est-à-dire, on parle de commerce essentiel, non essentiel, dans des boîtes, dans des grosses boîtes de services, tertiaires plutôt. Si
s'il n'y a plus de job, quoi, si tu dois faire du essentiel, du non essentiel dans ce type de boîte. Et les gens, inconsciemment, ils le savent. Je sers à quoi? Ça sert à quoi, mon job? Ça, c'est important ce que tu dis. Et du coup, comment tu vois l'évolution du coaching justement en France au sein des entreprises? Est-ce que tu penses que derrière chaque gros dirigeant, c'est un peu ce qu'on entend maintenant, mais il y aura de plus en plus de coaching, alors soit intégré, parce qu'on le sait pas forcément, mais certaines grosses structures qui peuvent, parce que effectivement, enfin qui peuvent et qui le veulent aussi, ils intègrent des coachs. Alors ça, j'aimerais bien avoir ton point de vue un petit peu. Est-ce que c'est intéressant de rester, j'allais dire, un satellite autour d'une entreprise pour garder cette neutralité, ou à un moment, le coach, le fait qu'il soit absorbé un petit peu dans cette entreprise en tant que salarié, est-ce qu'il a la même neutralité pour toi? Alors, pour moi, tout va dépendre du contexte de l'entreprise et de l'objectif de l'entreprise par rapport à ce type de coaching. Ok. Forcément, moi, j'ai envie de te dire, c'est très difficile d'être jugé parti. Surtout dans les coachs internes, bien souvent, ils ne sont pas coachs internes à 100%. Ils ont leur activité et coach. 10%, 20% de leur activité. Donc, voilà, moi, c'est juste un constat par rapport à ça. Et tout va dépendre de c'est quoi l'objectif de la boîte d'avoir des coachs internes. Est-ce que c'est pour faire intégrer, faire passer des choses ou est-ce que c'est vraiment en coaching, on parle aussi de changement en systémie, première cybernétique, deuxième cybernétique. Est-ce que le premier changement, c'est juste, bon, ben voilà, je vais accompagner quelqu'un dans apprendre son rôle de manager. OK. J'accompagne quelqu'un à parler en public. OK. Si tu veux, tu assimiles ça un petit peu à de la formation. Ouais. Et puis, tu as vraiment un changement de type 2, deuxième cybernétique, où là, la personne rentre vraiment dans un changement personnel, de posture, de vision des choses, où là, c'est différent. Là, ça me paraît plus compliqué pour moi, mais c'est juste moi, avec ma vision, mon expérience à moi, donc c'est juste ma vérité, ce n'est pas la vérité. Ça me paraît plus délicat dans un coaching interne. Ok. Mais toi, tu plébiscites vraiment ce qu'on entend, et c'est très bien hein, d'ailleurs, que de plus en plus, il y ait des missions de coaching au sein des entreprises pour aider justement à la fois des dirigeants, comme tu disais, où ils sont face ou des dirigeants, dirigeantes face à des responsabilités et j'allais dire avec une volonté de montrer leurs compétences et une difficulté d'afficher parfois des phases où ils se sentent pas forcément bien, où ils ont besoin d'être accompagnés. Et ça, je veux dire, c'est humain et il faut pouvoir l'entendre aussi. Je veux dire, un bon dirigeant, une bonne responsable, quelle qu'elle soit, peut avoir un moment ce besoin d'être sur un accompagnement. Et Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que tous les grands dirigeants des grands groupes du CAC 40 sont accompagnés d'un coach. je n'osais pas te le dire, mais bon, après, voilà. Et c'est même appuyé ça a même été appuyé par le ministère du Travail. Ouais. Pour accompagner justement tous les grands groupes à la transition digitale, à l'intelligence artificielle. Ouais. Donc ça c'est évident. Ça, je pense que beaucoup... c'est pas un secret d'État ce que je dis là. C'est pas que je sais, hein, c'est que voilà, c'est que ça c'est. Hein. Et j'ai pas des entrées particulières, hein. Mais en tout cas, c'est sûr. Et que toutes les grosses boîtes, même des grosses boîtes, oui, qui ont une transition, une stratégie d'entreprise vraiment d'un changement 380 degrés, ils sont vraiment accompagnés, oui. D'accord. Donc, au niveau de la tête, ils sont vraiment accompagnés. Du coup, ça se démocratise beaucoup. On voit beaucoup de DRH qui suivent des formations de coach, non pas pour être coach eux-mêmes, mais pour avoir des postures de coach et d'accompagner leurs équipes et du coup leurs managers. Donc, on voit que dans des grands groupes, ça descend. Ça descend. Donc, ça se démocratise beaucoup. Après, on va peut-être tomber dans quelque chose de
comment dire, parfois beaucoup ont intérêt à ce que ça ne change pas. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en haut, il y a une réelle volonté affichée, c'est-à-dire de changement de strat. Puis c'est des dirigeants, donc du coup, ils ont intérêt que leur boîte, elle pivote, que leur boîte vraiment suive la nouvelle stratégie, etc. En dessous, les salariés, eux, ils y vont à fond parce qu'ils sont OK. Et après, tu as une espèce de ventre mou, là, où ils n'ont pas trop intérêt que ça change. Alors, pourquoi ils n'auraient pas intérêt que ça change? Du coup, tout ça, c'est lié à de la peur. Ouais, C'est lié à de la peur, c'est-à-dire, mais moi, j'ai pas intérêt à ce que ça change parce que moi, je sers à quoi après? Si mon N+1 et mon N deviennent beaucoup plus autonomes, moi, N+2, je sers à quoi? Ou inversement, moi, N, je sers à quoi? Et là, c'est important d'accompagner ces gens-là en disant, vous avez votre place et vous êtes important, mais ça sera différemment. Vous allez travailler autrement. ouais. C'est aussi accompagner ces gens-là. Parce que, du coup, si on ne les accompagne pas à retrouver eux-mêmes du sens dans ce qu'ils doivent faire dans une nouvelle organisation, ils vont bloquer. Et oui. Après, comme tu disais tout à l'heure, il y a parfois des gens qui se rattachent à du pouvoir, à des choses qui font qu'à un moment, effectivement, ils voient les choses sous un autre aspect. Mais effectivement, si on leur montre qu'ils sont toute leur place et que même d'ailleurs… Tout le monde a son importance, tout le monde a sa place. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement quand je vois un responsable hiérarchique, quel que soit son N+1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfois, et à un moment donné, il y a un blocage. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller travailler sur ce blocage. Ça veut dire que cette personne, avec tout le pouvoir qu'elle a, elle a peur. D'accord? Elle a peur, et plus elle sera virulente, plus elle aura peur. Et donc, c'est d'aller travailler, d'accompagner cette personne-là. Mais bien souvent, on dit, oh ben non, à son niveau. Eh ben ouais, c'est pas une histoire de niveau, hein. C'est une histoire d'homme derrière, hein. Mais à son niveau, on considère que non, cette personne n'a pas besoin d'être accompagnée. Mais en fait, c'est elle qui en a le plus besoin. Parce que parfois, il suffit que cette personne soit accompagnée, que tout le reste en dessous n'a plus besoin d'accompagnement, hein. Sauf qu'on prend les trucs à l'envers. On prend le symptôme, mais finalement, on ne règle pas le problème. Donc ça, c'est très systémique. Donc, c'est comme si tu as une plaie, et puis on te met un pansement, mais on ne nettoie pas la plaie. On changera le pansement, hein. Oui, on ne va pas au fond du problème jusqu'au bout. Et effectivement, faut arriver comme tu disais, à parler de plus en plus, hein. C'est le but aussi de Coach Station, hein, d'inviter des personnes comme toi qui parlent de leur manière de voir le coaching, de la manière dont concrètement tu mets les choses en place dans ton activité, dans tes rapports avec tes coachés. Et du coup, est-ce que tu nous donnerais… alors, j'aime bien cette question. C'est parce que je suis passé par là. Mais quel conseil tu donnerais à des futurs coachs, à des gens qui aujourd'hui se posent la question? Est-ce que tu as des conseils à leur donner, que ce soit en termes de parcours, de formation, ou de questions qui pourraient se poser, qui pourraient les aider? Vas-y, je te laisse. Eh bien, je poserais la question, c'est est-ce que tu es prêt, toi, à commencer par toi-même? Voilà. Est-ce que tu es prêt à commencer par toi? Est-ce que tu as conscience du chemin que tu dois parcourir pour pouvoir, à ton tour, oser accompagner les autres? On n'est pas consultant. Et quand je dis ça, je ne dénigre pas la fonction de consultant parce que les entreprises ont besoin de consultants, ont besoin de conseils. Mais ce n'est pas la même chose. Le coach, ça passe par soi. Pour être coach, il faut avoir des cheveux gris. Moi, j'ai des cheveux gris sous ma couleur. Hein, je commence. Faut avoir en fait bourlingué. Faut avoir vécu. Faut avoir des cicatrices pour pouvoir être coach. T'es pas coach à 20 ans, t'es pas coach à 30 ans, t'es pas coach si tu as envie d'être coach pour le fun, quoi. Enfin, pour le statut, parce que c'est la mode en ce moment. Non, t'es coach parce que tu le ressens dans tes tripes. Ouais. Donc, bien comprendre qu'avant d'aller accompagner les autres, il faudra travailler sur soi. Il y a un gros travail sur soi. Aimer ce qu'on est aussi, c'est important. Souvent, on dit, avant d'aller
alors j'aime pas le mot sauver, mais d'aller accompagner, parce qu'il y a des gens qui ont souvent cette posture de sauveur au départ, et là Non, aussi. on n'est pas sauveur, pas du tout. Si on tombe dans le sauvetage, on ne fait pas du coaching, là. C'est important de souligner ça aussi. Euh, bon, c'est vrai qu'au départ, dans notre groupe, on fait connaissance, hein, et on voit qu'il y a des choses à un moment qui font surface. On peut être tenté de croire qu'en sauvant les autres, on se sauve soi-même, ou des approches un peu comme ça. Bon, le rôle, bien évidemment, des coachs qui nous donnent des cours, c'est de mettre vraiment une lumière là-dessus très importante, et de surligner à chaque fois que, attention, la posture de coach, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, c'est pas un sauveur ou une sauveuse, c'est pas un consultant, hein, comme tu l'as dit. Voilà, c'est des. Et j'ai envie de rajouter, en fait, c'est une fois que tu as fait ce travail sur toi, que tu sais où tu en es, et tu as vraiment, c'est d'aimer les gens. En fait, c'est d'aimer les gens pour ce qu'ils sont, sans jugement, et d'accepter les gens de manière inconditionnelle, les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils arrivent. Il n'y a pas de plus ou moins grande souffrance. Si les gens viennent nous voir, c'est qu'ils en ont besoin, c'est qu'ils souffrent, et sans jugement, avec beaucoup, beaucoup d'amour. Ça, c'est un vrai job aussi, hein, parce que on sent on est là aussi dans une société où il y a beaucoup de marqueurs, il y a beaucoup d'étiquettes qui se collent très vite, hein. Je vois parfois même des commentaires. On verra nos commentaires, hein, à nous, hein, mais c'est vrai que on sent que c'est dur, hein, d'avoir ces rapports-là où les gens systématiquement, à travers leur frustration, leur peur, j'allais dire, se vengent un petit peu sur les autres. Et au lieu de faire ce fameux travail qui ferait bien de faire. J'avais entendu une fois une coach qui m'avait dit, on arrête d'emmerder les autres à partir du moment où on commence à s'aimer soi-même. Exactement, c'est exact. Alors là, j'adhère complètement à ce que dit cette personne. À partir du moment où tu t'aimes toi, t'arrêtes d'emmerder les autres, t'as autre chose à faire. Occupe-toi de toi, tu verras que tu auras suffisamment de temps pour t'occuper des autres. Ok. Bon, je te remercie beaucoup, Stéphanie. Est-ce que tu veux nous donner quelques bouquins, ou des choses que Alors oui, non, mais tu- après, ouais, il y avait sur la systémie, parce que c'est vraiment un domaine qui est très riche. Il y a des choses qui te viennent. Alors, la première chose qui me vient, c'est la logique de communication. Alors, par contre, c'est un bouquin un petit peu très difficile à lire, mais j'adore. C'est en fait tout part de là. C'est-à-dire que les relations, les interactions, ça part sur la communication, et on ne peut pas ne pas communiquer. Et tout part de là. Et ça commence, on ne peut pas ne pas communiquer déjà avec soi. Ok. Donc Voilà. ça c'est un bouquin que tu nous conseilleras. On le mettra dans les descriptifs. Voilà. Et Dans- puis, donc là, comme ça, j'en ai pas mal. Là, bah, tiens, là, celui que je suis en train de lire, là, voilà, la loi de l'attraction. Ok, on le mettra aussi. Ouais. La loi la loi d'attraction, j'ai mis un titre, c'est rien de magique, le magicien, c'est vous. Et en fait, c'est ça. C'est de vous accompagner à être vous, quoi, le propre magicien de votre vie. Et c'est donc c'est sinon il y a alors si ça s'adresse j'ai beaucoup aimé le livre de Laurent Gounel, L'homme qui voulait vivre sa vie. Moi, ça a été un livre que j'ai lu qui a été un déclic pour moi, parce qu'à un moment donné, il y a un paragraphe où c'est le sens de sa vie, où finalement, j'ai besoin d'avoir réalisé quelque chose, de m'être senti utile. Et là, ce paragraphe, pour moi, ça a été le déclic de travailler sur moi, d'arrêter de sortir justement de ma petite position de victime. On parlait de sauveur tout à l'heure, de ma petite position de victime où j'étais malheureuse et que de toute façon, ça n'irait jamais, etc. Et de prendre ma vie en main en disant, bah, si, en fait, finalement, si, je peux aussi choisir et décider d'être acteur dans ma vie et d'arrêter de subir. Et ce livre-là m'a déclenché, m'a fait ce déclic. Écoute, on le mettra aussi, il n'y a pas de souci.
En tout cas, merci mille fois, Stéphanie, de nous avoir consacré du temps, d'avoir été super énergie. Hein, merci pour ça. Et puis d'être authentique. Et bah, j'espère à bientôt. On aura l'occasion de partager aussi, si tu le souhaites, d'autres sujets où on déroulera un petit peu plus. Et en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci à toi, Marc. Merci à Coach Station. Je vais m'entraîner, je vais arriver à le dire de manière plus friend. C'est une de mes filles qui m'a dit, tu sais, papa, tu devrais proposer qu'on le dise tous Coach Station. Donc voilà, c'est un exercice qu'on va faire. Et Voilà. bon, c'était un chouette moment. J'espère vraiment que tout le monde partagera autour de soi pour faire parler de la chaîne et puis du projet, hein, de parler le plus possible du coaching, notamment en entreprise, du coaching, les différents aspects du coaching et les bienfaits, hein, et le sens et les valeurs qu'il y a autour. Voilà, merci mille fois. Puis donc, je rappelle que je mettrai tes coordonnées aussi avec grand plaisir pour tout le monde qui souhaite te contacter en direct. Voilà. Merci à toi, Marc. Merci pour cette belle initiative. Merci pour cette initiative de Coach Station. On va en faire un, tu sais. Parce que c'est vrai que c'est grâce à des personnes comme toi qui permettent de faire du lien, à chacun de s'y retrouver et à chacun de voir qui on peut contacter pour arriver à aller un petit peu mieux à ce moment-là de notre vie. C'est super. Et en ce moment où la société nous confine, où on est un petit peu chacun isolé dans nos coins, etc., je trouve que ton initiative tombe à point nommé et peut rendre service à beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, merci à toi de faire ce lien-là, super futur coach. Merci mille fois. À bientôt, Stéphanie. Merci, Marc. À bientôt. À bientôt.